Nous n'aurions jamais imaginé que notre enquête sur l'art chinois nous conduirait au cœur de la Bourgogne, dans cette petite salle des ventes de Dijon. Ce samedi-là, des collectionneurs exposent toutes sortes d'antiquités. Mais le clou de la vente, c'est cette série d'objets asiatiques très prisés. Une paire de vases 19e, une statuette en ivoire polychrome et des dames à la cour époque Tang. Mais notre attention est attirée par ce vase tout en bas de la vitrine. Nous l'avions déjà repéré dans un catalogue d'une grande salle de vente parisienne. Il y est présenté comme une potiche en porcelaine de Chine de la très réputée dynastie Qing. Elle date de la fin du XVIIIe siècle, une période très recherchée. Pour autant, le commissaire-priseur de Dijon, Christian Bizouard, n'est pas complètement convaincu. Ce vase est arrivé ici par un client qui avait des objets à nous confier à la vente. C'est un client que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je l'ai regardé avec lui, mais je dis, moi, il me paraît sympathique, mais pas exceptionnel. Et pourtant, ce vase estimé à Paris 1 500 € a un parcours exceptionnel. Mais il relève plus d'un bon polar que de l'histoire de l'art. Les chinoiseries s'arrachent chez les collectionneurs, avec comme enjeu des prix qui s'envolent. Cette soupière Kangxi est estimée à 30 000 €. Elle partira aux enchères à 149 000. Réparation. La mode de l'art chinois bat son plein. Signe des temps, sur Internet, les grands de la distribution surfent sur la mode des meubles chinois. Avec par exemple un coffre à ferrure asiatique à 89 €, une armoire d'inspiration chinoise à 458 € et une penderie rouge de style Shandong, mais d'époque imprécise, environ 120 ans. Lassés des meubles standards, les Français craquent pour du mobilier plus original. Qu'est-ce qui vous plaît dans les meubles asiatiques? Le côté acajou, la couleur, la chaleur, le... Voilà. C'est superbe. C'est zen. Voilà. Ça change de l'aggloméré qu'on trouve un peu partout. Exactement. De pas me retrouver justement avec les mêmes meubles que chez mes copines. Voilà, tout simplement. Alors, une bonne nouvelle, on en a deux. On en a deux. Bah, très bien. Et il y en a pour tous les goûts. Des meubles peints, des buffets aux serrures ciselées, ou encore des commodes laquées rouge et noir. Mais comment s'y retrouver entre le vrai, le faux, le vrai avec du faux, le faux matiné de vrai? Vous pensez que c'est ancien ou neuf, ça? Je suppose qu'il y en a qui sont anciens, mais il y en a peut-être aussi, il y a certainement des copies. Bon, mais après, c'est tellement souvent bien patiné, bien refait qu'on... c'est vrai que ça imite très très bien l'ancien. Par exemple, là, il y a quoi de neuf que je vois la différence? Parce que c'est très compliqué de se retrouver... Ce meuble-là est complètement neuf. Celui-ci, il est neuf, on dirait reconstitué. Il est reconstitué avec du bois ancien. D'accord. Mais c'est neuf, mais fait avec du bois ancien, qu'ils ont pris sur d'autres armoires. D'accord. Du neuf mélangé à de l'ancien et une demande qui explose, toutes les conditions sont réunies pour que des vendeurs indélicats arnaquent le chaland. Mais ce que nous allons découvrir est bien plus inquiétant. Porcelaine traditionnelle, meubles laqués, ou encore statuettes impériales, toute une incroyable industrie du faux à l'échelle mondiale. Notre enquête débute en Chine. Faussaires d'exception, les Chinois sont capables de tout copier, vraiment tout. Direction Ningbo, à 300 km au sud de Shanghai. En 10 ans, la ville a connu un développement sans précédent. L'industrie florissante fait vivre les 5,5 millions d'habitants. Ningbo est la capitale de la contrefaçon de meubles anciens. 7 jours sur 7, des centaines d'ouvriers font des copies d'antiquités à la chaîne. Ils sont capables de reproduire à l'identique des commodes du XVIIIe siècle comme des coffres du VIe siècle. Et les sites de fabrication se multiplient. À Ningbo, il existe plus de 15 usines comme celle-ci. Chaque jour, le patron Jason Wang exporte 150 meubles à destination du monde entier, l'Europe en tête. Le marché des reproductions explose. Ces meubles emballés sont prêts à partir pour la France. Dans ses ateliers, M. Wang emploie 50 personnes.
nous l'avons persuadé de nous dévoiler ses secrets de fabrication. Première surprise, les meubles sont réalisés en bois tout neuf. Ensuite, les ouvriers utilisent une étonnante technique de vieillissement. C'est quoi? De la résine, le matériau le plus important pour fabriquer de vieux meubles asiatiques. C'est une résine d'arbre, des copeaux de sève séchés. Je vais maintenant la mélanger à l'alcool, là-bas. Vas-y, mets-le. Une méthode traditionnelle, un savoir-faire ancestral et des machines plus qu'archaïques. En Chine, maquiller du neuf, c'est tout un art. On mélange pendant une demi-heure et on obtient cette mixture homogène. L'ouvrier applique ce mélange sur le meuble. En étalant et en lissant la matière, il vieillit artificiellement le bois. Puis, il applique la première couche de peinture. En rouge, car c'est la couleur la plus demandée par les clients européens. On fait surtout vieillir les bords pour simuler une usure naturelle. Si on crée des craquelures au centre du plateau, cela ferait vraiment artificiel. Comme si le temps avait fait son œuvre. Mais pour parfaire ce maquillage, il reste une phase clé, la deuxième couche de peinture. On met une autre couleur par-dessus pour créer artificiellement des nuances. Ça lui donne l'air ancien. Peu à peu, l'ancienne couche réapparaît, comme ceci. Normalement, seuls les maîtres savent faire ça. C'est un secret. Adroitement travaillés, les meubles sortent de l'usine très bon marché. 60 € pour une commode, 20 € pour un coffre. Vendus neufs en Chine, ils deviendront des meubles centenaires chez certains marchands sans scrupules du monde entier. Mais il n'y a pas que les meubles faussement anciens qui intéressent les trafiquants. Les classiques de l'art chinois, comme la porcelaine, sont aussi très demandés. Notre enquête se poursuit à 300 km plus à l'ouest, à Jingdezhen, la capitale historique de la porcelaine. La ville fabriquait les pièces destinées aux empereurs. À présent, les artisans utilisent les techniques traditionnelles pour vieillir artificiellement des porcelaines récentes. Elles peuvent alors plus facilement tromper des amateurs peu éclairés. Pour nous aider à remonter la piste des faussaires, nous avons fait appel à Bertrand Duchaffaut. Il sillonne tous les marchés de porcelaine de Chine. Propriétaire d'une boutique à Paris, il n'importe que des copies vendues comme telles, une honnêteté rare dans un milieu où les combines font rage. Il va nous guider dans le marché de Jingdezhen, un dédale de fausses antiquités à tous les prix. En même temps de la belle qualité, en même temps des trucs qui sont moches comme tout. Bertrand Duchaffaut se fournit ici depuis 10 ans. Les artisans avec lesquels il travaille ne vivent pas du trafic de faux, mais du commerce légal de copies. Bon, alors là, c'est un artisan qui est un de mes artisans réguliers. Ça fait longtemps que je travaille avec eux et ils ont énormément progressé depuis 4 ou 5 ans. Et là, on va avoir une qualité d'assiette qui est comme une qualité ancienne, quoi. Mais bon, il les vend à des prix quand même hyper raisonnables. Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonjour, ça va? Ma main est sale. Non, pas du tout. L'engouement pour les antiquités chinoises permet à ces ouvriers de conserver un savoir-faire très spécialisé. C'est un acide très fort. C'est très fort. Si tu le touches, c'est dangereux pour la peau. Il faut aussi ajouter ça, c'est moins fort. Ça, c'est de la poudre qui fait violet aussi. C'est foncé. Ça aide aussi à vieillir la porcelaine. Au lieu d'avoir un fond un peu blanchâtre, ça va avoir un fond un peu plus jaune. Ça, c'est des pièces faites à la traditionnelle et bon, en quantité relativement importante, quoi. Donc ça, c'est pas quelqu'un du tout qui fait... Bon, lui, il fait des reproductions à la main et qui sont des pièces revendues comme reproduction. Voilà. Mais à Jingdezhen, tous les marchands ne sont pas aussi scrupuleux.
les plus malins cherchent à séduire les clients qui, de retour dans leur pays, revendront ces copies comme des vraies. Ici, à chaque coin de rue, des petits artisans maquillent la porcelaine pour lui donner artificiellement une patine ancienne. Là, c'est la trousse du parfait vieillisseur d'objets. Donc, il y a les pinceaux, il y a les différentes potions. Donc là, il a une pierre pour meuler, pour vieillir. Et donc là, il y a un mélange qui est rouge. Je ne sais pas si on le voit ici. Ça attaque l'émail des porcelaines et ça fait quelque chose qui a l'air moins brillant. Mon patron ne veut pas qu'on filme. Ne filmez pas, ne filmez pas. Nous décidons alors de changer de stratégie afin de nous faire passer pour des acheteurs. Munis d'une caméra cachée, nous rendons visite à l'un des plus gros marchands de la ville. Ça peut passer pour un ancien, ça peut intéresser l'antiquaire. Les petits trous, ça c'est typique des pièces anciennes, les petits trous comme ça, la patine de la pièce. C'est mis à côté de pièces qui sont abîmées. Pour tout ça, ça rend l'ensemble le plus crédible. Les copies sont de bonne facture. Nous tentons alors de savoir où elles sont fabriquées. Mais le marchand refuse d'admettre qu'il vend des vases tout neufs. Ici, ce sont toutes des pièces anciennes. Ce ne sont pas des copies. Parce qu'ici, on ne fabrique pas de faux. Est-ce que vous pouvez nous montrer l'atelier de fabrication? Nous, on ne fabrique pas de faux. Et on ne fréquente pas ceux qui font des faux. Ils veulent pas divulguer leur secret, si tu veux. Ils veulent pas le montrer. Nous insistons, mais le marchand hésite. Après 2 heures de discussion, nous finissons par le convaincre de nous emmener dans son atelier de fabrication. Bonjour. Bonjour. Que faites-vous? Je ponce la porcelaine pour l'user. Il ponce pendant combien de temps là? Une demi-heure. Une demi-heure par pièce, ça suffit. Et après? Et après, on passe le goudron. Pour patiner la porcelaine, l'ouvrier passe une simple couche de goudron sur le vase. Et ça fait quoi? Je le nettoie et vous verrez le résultat. Et il laisse combien de temps dessus? Pas longtemps, on applique et on nettoie. Et comme ça fait ancien. Et là, c'est fini ou il y a encore une étape? Non, il faut encore faire l'intérieur et le socle. Et une fois que c'est vieilli, une petite comme ça, il la vend combien? 2000 €. Si les faussaires sont tellement nombreux, c'est parce que l'affaire est extrêmement juteuse. Ils réalisent des marges hallucinantes. 20 000 yuan, c'est-à-dire 2000 € le vase. Ce qui est quand même hyper fort quoi, quand on voit le travail. Ces ouvriers gagnent à peu près 300 € par mois. On est à peu près sur un prix de revient producteur, je pense, de 6-7 € le vase. Donc il y a de la marge quand même. Et en France, on peut le revendre combien un vase comme ça? Ça peut se revendre à un joli petit prix, quoi. 10 000 €? Peut-être oui, peut-être moins, peut-être 8-10 000. Mais ça laisse quand même une belle marge. Entre le prix de revient en Chine et le prix de revente en France, des tarifs multipliés par 1000. Nous gagnons la confiance du marchand et nous en profitons pour lui montrer un catalogue de vente aux enchères parisiennes. En particulier, ce vase 1916, mis à prix 6 000 €, peuvent-ils nous en faire une copie? Je voudrais savoir s'il peut me le faire tellement bien que ça passe en vente aux enchères. Oui, c'est possible de copier ce vase. Ça coûte environ 80 €. 80 € la pièce. Ouais, revendu 6 000, c'est pas mal. Voilà. Ça, tu peux noter les prix parce que c'est un truc qu'il est capable de faire vraiment bien. Et en plus, c'est 1916. Ça, c'est un truc, c'est imparable dans une vente aux enchères. Personne ne va aller expertiser un truc pareil. Parce que c'est trop récent. Donc et là, il y a du pognon à faire. Il y a vraiment du blé à faire. Et subitement, le marchand décèle un faux chinois dans notre catalogue. Le fameux vase vendu aux enchères à Dijon et sur lequel le commissaire-priseur avait de sérieux doutes. Ça, c'est une porcelaine chinoise. Ça vient pas de Chine. Il dit que c'est pas chinois. Potiche en porcelaine Chine, dynastie Qing. C'est un faux. Il dit que c'est un faux, ça. Ouais. C'est un faux, c'est sûr. Le verdict du marchand est sans appel. Alors comment ce vase a-t-il pu être présenté comme une antiquité chinoise du XVIIIe siècle? Retour en France. C'est cette salle des ventes parisienne qui a publié le vase dans son catalogue officiel.
nous nous y rendons pour assister à cette vente aux enchères. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous nous faisons passer pour des clients. Dans cette vente, le commissaire-priseur est secondé par un expert en art chinois, assis à droite. Mesdames et messieurs, bonjour. Les enchères vont commencer. Numéro 71, un vase balustre Shizu, dynastie Yuan. Une centaine de pièces sont en vente. Elles sont toutes certifiées authentiques par l'expert. Les lots d'art chinois défilent. Potiches, statuettes et bronzes sont présentés à la chaîne. Les habitués des salles des ventes font leurs affaires. Mais bizarrement, le fameux vase n'apparaît toujours pas. 1500, 1500. Il est 18h, la vente se termine. Et surprise, le vase manque à l'appel. Nous demandons alors des explications à l'expert. C'est cette pièce. C'est celui-là, et c'est tout à fait l'esprit que... Elle est à l'étude. Elle est à l'étude. Je ne sais pas ce qui se passe, le vendeur. Le vase serait donc resté au bureau de l'expert. Et le problème semble gênant, car les deux hommes se mettent à l'écart pour en discuter. Une pièce 18e siècle, 18-19e, une porcelaine chinoise, très classique. C'est monsieur qui fait bien, là. Il a plusieurs pièces à l'étude, là. Mais il a dit, vous ne me l'avez pas estimé assez cher, ça vaut beaucoup plus cher, donc il y a eu un petit conflit. Et moi j'avais estimé 1005, mais il en veut plus. D'accord. Donc il n'y a pas à attendre qu'il y ait une vente, vous allez à l'étude, vous le voyez, s'il vous plaît, vous l'achetez. D'accord. Quand est-ce qu'on peut passer à l'étude? Lundi. Lundi. Merci beaucoup alors. Au revoir. Au revoir. Et l'histoire de ce vase va connaître un nouveau rebondissement. Le lundi suivant, nous appelons l'expert pour confirmer notre rendez-vous. Bonjour, c'est Marie l'appareil. Bonjour. Je revenais vers vous pour savoir si... est-ce que je peux passer jeudi? Peut-être tu auras plus les vases, Parce que... on fera une promenade. Mais vous savez, des vases blanc-bleu, c'est pas la peine de s'accrocher à ça. Je sais pas pourquoi vous voulez vous accrocher à ce vase. J'avais bien envie de le voir, en tout cas. Bon, bah écoutez, je vois que vous êtes obstiné, donc vous le verrez. Vous êtes à l'étude? Ah non, mais de toute façon, il est même pas là, le vase. Il n'est pas à l'étude. Et alors, où est-ce qu'il faut que j'aille pour le voir? Chez le collectionneur, peut-être. D'accord. L'expert noie le poisson, mais surtout le vase a disparu. Alors nous partons à sa recherche. Nous appelons plusieurs commissaires-priseurs spécialisés dans les antiquités chinoises. Et voilà comment nous nous sommes retrouvés un beau matin à Dijon, dans ce petit hôtel des ventes. Le propriétaire du vase l'a donc bien retiré de la salle parisienne pour espérer en tirer un meilleur prix, en province. Mais souvenez-vous, le commissaire-priseur avait des doutes sur l'authenticité de cette porcelaine. Alors il l'a montré à un expert, le verdict est sans appel. Il m'a dit que ce vase était un vase japonais, qu'il était de la fin du 19e, peut-être même du début du 20e. Il y a d'ailleurs des éléments de décor qui font qu'il est très japonais, ce petit moineau, tout ça, des fleurs de prunier. Vous voyez encore cette fleur-là qui ressemble à une fleur de chrysanthème, et que ça valait à peu près 200 €. Alors maintenant, je vais appeler mon client, puis je vais lui dire, voilà, que faites-vous? Autrement dit, le descriptif du vase dans le catalogue parisien est totalement faux, et cela change tout. La porcelaine chinoise du XVIIIe siècle est devenue japonaise du début XXe, et elle vaut 10 fois moins cher. Ça y est, c'est arrivé. Comment le client va-t-il réagir? Alors, j'ai eu des résultats d'estimation de Thierry. D'accord, ok. Bon, le vase bleu, avec le petit moineau. Oui, d'accord, oui. Il dit que c'est Japon, 19-20e. Hein, il dit que c'est pas bon, et que ça vaut autour de 150 à 200 €. D'accord, oui. Voilà. J'étais étonné de l'analyse que en avait fait, parce que moi, je ne le donnais pas 18e. Il l'avait présenté comme bon aussi. Vous avez le truc de... Oui, je l'ai là-bas, oui. C'est ça, quoi. C'est ça, les trucs chinois. Et oui, c'est vrai que la Chine, c'est assez ahurissant. Oui. L'expert parisien s'est donc lourdement trompé. Mais le propriétaire du vase pense qu'il peut tout de même en tirer un bon prix. Il manque pas mal de choses. Ben oui, c'est ce que je vois, oui. Bien, moi, je vais me fier à dire ce vase est Japon, et que l'oiseau, il est joli, mais je suis sûr qu'il fera 500-600 €, même si son estimation est inférieure, parce qu'il est très beau.
Alors finalement, à combien le vase va-t-il partir aux enchères à Dijon? Le numéro 118, le vase en forme de balustre en porcelaine blanche. C'est un travail japonais de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. Et nous commençons à 100 €. Christian Bisouard ne trompe pas sa clientèle. Il a indiqué la véritable origine du vase. Qui en veut? Philippe. Est-ce qu'il y a preneur à 100 € pour ce vase? Pas d'amateur au-dessus de 100, renonce? Pas de regret une fois? Il fallait s'y attendre. La salle reste muette. Si la porcelaine chinoise a la cote, son pendant japonais intéresse beaucoup moins. Il n'est pas parti alors ce Non, il n'y a pas eu d'enchère. Et vous l'expliquez comment? Bien parce que il était un peu maudit du fait qu'il soit déjà passé. Avec une histoire désagréable. Les gens savent ça? Il y en a qui le savent, d'autres qui le sentent, il y en a qui l'ont reconnu. Voilà l'histoire d'un objet. Une histoire rocambolesque, typique du marché de l'art chinois. Les experts doivent garantir les objets pendant 10 ans. S'ils se sont trompés, ils doivent alors indemniser l'acheteur. Mais comment éviter que des experts incompétents ou malhonnêtes sévissent sur le marché? Le gendarme de la profession, qu'on appelle le Conseil des ventes, n'a aucun pouvoir de sanction sur eux. À mon sens, la seule façon de procéder, c'est que le marché trie entre les bons experts et les mauvais experts et qu'on ait la possibilité d'interdire de vente certains experts lorsque, justement, ils sont pris en flagrant délit de faute déontologique. Aujourd'hui, nous ne pouvons le faire qu'à l'égard des experts qui ont reçu notre agrément. Autrement dit, adressez-vous plutôt à des experts membres d'un des 3 principaux syndicats de la profession. Il n'y a pas que les porcelaines qui font l'objet d'un trafic de faux. La filière des meubles est elle aussi touchée. Le marché aux puces de Paris mène une guerre sans merci pour se débarrasser des antiquités douteuses. Et il y arrive dans la majorité des cas. Restent quelques brebis galeuses, en particulier sur l'art chinois. Pour les détecter, nous retrouvons Bertrand Duchaffaut, le spécialiste qui nous avait accompagnés en Chine. Ils te disent que c'est de l'ancien, mais bon. 80 ans. Buffet Environ Chine 80 centrale. ans, ouais, mais tu sais, environ 80 ans ou 15 jours. Ça, si tu veux, c'est sûr que c'est du récent. Hein. Enfin, pour moi, c'est évident. C'est, Et c'était combien? C'était vendu combien? 780 €, c'est 2 fois plus cher qu'un meuble neuf. Certains marchands ont trouvé le filon et font de ce mobilier pseudo-ancien un business à grande échelle. 2380. Centenaire. Les techniques dont tu parlais, voilà. Les craquelures récentes grossières. Les tiroirs, ça c'est récent. Si tu veux, il y a une couche de peinture, mais c'est récent. Donc là, ça c'est garanti Ningpo. Vrai faux. Ça, c'est sûr. Ces armoires étiquetées 19e auraient été fabriquées à Ningbo, la capitale chinoise de la contrefaçon de meubles que nous avons visitée. Toute cette patine-là, ça a été refait récemment. Ils ont voulu réveiller certaines couleurs, faire un mélange comme ça. Donc à la limite, ça n'a plus grand-chose à voir avec le meuble ancien. Je peux peut-être vous renseigner? Ouais, ça c'est récent, quoi. C'est neuf. Hein. Non, ça c'est des réelles craquelures. On fait que du meuble. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont quand même été maquillées un peu. Ça, c'est de la... c'est de la restauration, si vous voulez. Voilà. Tous les meubles que vous voyez ici sont restaurés, démontés, recollés et après avec de la gomme laque. Toutes les ferrures sont neuves, parce qu'en 1970, ils avaient besoin de fer pour faire de la monnaie. C'est un truc qui me choquait, quoi, ça. Parce que, alors, comme je sais qu'on dit beaucoup que les Chinois, quand même, ils sont très forts pour les fausses résines et tout ça. La commerçante semble connaître le savoir-faire des Chinois. Nous lui demandons alors si elle se fournit à Ningbo. Alors Ningpo, c'est ce que vous voyez un petit peu partout. On ne s'approvisionne pas du tout à Ningpo, parce qu'effectivement, là, c'est effectivement le panier de crabe et c'est pas du tout la qualité, la gamme que nous on fait. La vendeuse n'hésite pas à enjoliver la réalité. Pour nous séduire, elle va multiplier les arguments de vente les plus fantaisistes. On met du début 20e, on sait que c'est du 19e. On le met au contraire, on ne donne pas l'ancienneté parce que sinon ça serait trop cher. Puis elle avance un deuxième argument de choc, c'est client people. Des meubles, on a vendu 4 meubles à Sophie. Et voilà, elle sait très bien ce qu'elle achète, elle sait très bien les prix qu'on pratique. Annoncer qu'une grande actrice achète chez elle fait son petit effet, mais cela ne prouve rien. D'accord, merci. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. De l'autre côté du marché, les boniments continuent.
Ça, c'est un meuble de pharmacie. Et ça date de quand? Un bon 19e. 150 ans. Le pied, il a l'air le support, il a l'air récent quand même, le dessous, non? Oui, effectivement, la structure est récente. Je ne peux même pas regarder. Le marchand ne s'est même pas donné la peine de vérifier l'authenticité de son meuble, qu'il vend pourtant 3 170 €. Pourquoi ils changent les ferrures? Ce qu'on nous a raconté, c'est parce qu'ils les vendaient pour les pièces de monnaie. Les vieilles ferrures. Ouais, ça m'a... Ça vous parle pas trop, non? Ouais, d'accord. Il y a des commerçants, moi je ne fais pas partie, qui trouvent tellement bien de raconter tant d'histoires. Il en faut un minimum, mais de préférence vrai, quoi. L'argument ne tient pas. Pendant la révolution culturelle, l'État chinois a bien récupéré des ferrures, mais il a aussi brûlé les meubles qui allaient avec. Pour vendre, certains marchands n'hésitent pas à revisiter l'histoire. Ouais, à l'époque, et il y a des problèmes avec la rupture, avec la russe. Il est obligé de rembourser tous les emprunts. Dettes, ouais. tout d'un coup. Donc il est obligé d'enlever tous les ferrailles là. Tous les ferrailles. Pour rembourser les emprunts. Ces brocanteurs peu scrupuleux restent une infime minorité au plus. Mais déjouer leur baratin devient difficile, car ils parviennent à tromper les experts les plus chevronnés. Nous avons fait cette découverte édifiante en nous rendant à Bruxelles auprès d'un spécialiste reconnu pour son indépendance. Patrick Lecoq est sidéré par l'explosion des faux, de moins en moins faciles à détecter. Quand j'ai commencé ma carrière il y a une trentaine d'années, il y avait à peu près un faux sur 10. Maintenant, la proportion se trouve tout à fait inversée. Et il y a des faux, il faut le dire, partout. Il y a des faux, évidemment, chez les marchands, mais aussi dans les grandes salles de vente. Ils apparaissent aussi dans des expositions et éventuellement aussi dans des musées. Pendant longtemps, Patrick Lecoq a disposé d'une arme imparable pour vérifier l'authenticité d'une antiquité. Une analyse scientifique appelée test de thermoluminescence. Il calcule l'âge d'une terre cuite ou d'une porcelaine à partir d'un petit prélèvement de matière. Réaliser l'essai vraisemblablement. D'accord. Mais depuis quelques années, les trafiquants ont trouvé la parade. La thermoluminescence n'est plus valable parce que donc les faussaires, évidemment, avec l'aide de scientifiques, sont parvenus à contourner le problème. Ils ramassent dans les tombes ou sites archéologiques toute une série de tessons sans valeur. Et on broie tout cela, on pulvérise. On peut alors tout simplement faire des moulages et on va obtenir une date tout à fait proche d'un objet ancien. En Chine, moyennant quelques euros, ces débris de porcelaine ancienne sont très faciles à trouver. Lors de notre voyage, nous avions nous aussi découvert de curieux vases, mariant débris anciens et porcelaine neuve. Là, il y a une partie qui est ancienne et qui est un socle de porcelaine ancienne. Et ensuite, ils en ont remis un dessus qui est récent et ça a été cuit à haute température. Enfin, on voit encore un petit peu la différence, mais à peine. Ainsi, des objets neufs peuvent passer avec succès le test de thermoluminescence. Ces faux certificats arrangent les affaires des trafiquants en art asiatique. J'ai perdu beaucoup de clients, tout simplement parce que j'affirmais que la thermoluminescence n'était plus valable, alors que d'autres laboratoires continuaient à produire des certificats de thermoluminescence en quantité. Il est évident qu'un antiquaire qui ne veut pas savoir la vérité, mais tout simplement pouvoir vendre des objets avec des certificats, disons, de complaisance, eh bien, ils allaient s'adresser évidemment à un autre laboratoire. Donc j'ai perdu, c'est vrai, beaucoup de clients. Précisément, l'expert belge vient de mettre au jour une ténébreuse affaire chez un antiquaire français. J'ai été appelé à Paris pour voir une quinzaine d'objets, donc en pierre, des statues en pierre. Ce sont toutes des pièces du Cambodge. On se situe entre le Xe et le XIIIe siècle, plus ou moins. Donc ici une tête, ici une divinité à tête de cheval. Combien étaient authentiques? Aucune. Un examen de surface au microscope a permis de mettre en évidence des fausses traces de racines, une brillance excessive de la surface due justement à la présence d'un liant, donc toute une série d'éléments qui prouvent nettement donc, le caractère faux de ces objets. Coup dur pour le collectionneur qui avait acheté ces faux pour plus de 200 000 €. Au lieu de les rembourser, la boutique lui propose de les échanger contre d'autres pièces, authentiques cette fois.
Méfiant, l'acheteur demande à l'expert de se rendre chez le marchand. Et donc j'ai été jeter un petit coup d'œil dans la galerie en question, près de la Seine, à Paris. Et je me suis rendu compte que pratiquement 90% des objets étaient faux et que les pièces authentiques étaient en général des pièces tout à fait mineures et en mauvais état de conservation. Bref, les faussaires semblent avoir un temps d'avance sur les experts. Et cela pose un très grave problème en Chine, dans la région de Canton, sur le marché le plus fourni. Celui des statuettes en terre cuite. C'est la filière la plus mystérieuse et la plus risquée pour ceux qui chercheraient à la démanteler. C'est pour cette raison que nous faisons à nouveau appel à notre spécialiste, Bertrand Duchafou. Donc là, on est au marché de Taïrelou à Canton, au marché des faux anciens. L'intérêt pour les antiquaires français, c'est qu'ici, on trouve à peu près tout ce qu'on veut. Canton, c'est un supermarché de fausses antiquités à ciel ouvert. Mais si on trouve beaucoup de contrefaçons de statuettes, c'est parce qu'elles ont une grande valeur archéologique. Elles sont sacrées, car à l'origine, seuls les empereurs avaient le privilège de les emporter avec eux dans leur tombe. Reste à trier le bon grain de l'ivraie. La patronne arrive! C'est combien pour ce taureau? 200 yuan, donc 20 €. C'est trop cher. Ça peut pas passer comme des antiquités, ça c'est clair. C'est la qualité pour touristes, en fait, ça c'est de la qualité ancienne, bas de gamme, quoi. C'est du très bon marché. Le vieillissement de ces objets est trop artificiel. Mais la commerçante a aussi des marchandises de qualité, stockées dans un local, à l'abri des regards. Un premier choix qu'elle réserve aux professionnels étrangers. Bonjour. Et là, il y a des pièces déjà plus intéressantes, des pièces qui peuvent être vendues pour les antiquités. Nous ressortons alors notre catalogue de vente aux enchères parisiennes. Ces artisans sont-ils capables de reproduire ces pièces à l'identique? Vous avez ce modèle de cheval? Oui, j'en ai déjà fait. Ça, c'est fabriqué chez nous. Il n'y a pas de problème. Pas de problème, c'est vite dit. Les contrefaçons de statuettes sacrées sont les plus difficiles à réaliser. Regardez les racines. J'ai enfoui la statue 3 ans sous la terre et les racines ont pris à l'intérieur. Oui, alors elle a dit que celui-ci, donc elle l'a mis pour le vieillir, elle l'a mis dans la terre pendant 3 ans et qu'il y a des racines d'arbres qui sont coincées dedans. Et voilà l'astuce. Pour tromper les experts, elle n'utilise pas n'importe quelle terre. Et ça, c'est de la terre ancienne, très ancienne. C'est de la terre de tombe qui coûte environ 50 centimes d'euros le kilo. Mais pour que ces statuettes puissent passer pour des vraies, la patronne nous livre alors un dernier secret. Écoutez le son. C'est ça qui fait la différence pour que ça passe pour un ancien. Alors ça, c'est intéressant. Elle dit qu'en fait, il faut regarder une pièce ancienne. Puisque vous êtes chez nous, je vous raconte la vérité. En fait, pour que ça passe pour un ancien, il faut qu'il y ait un bruit particulier. Et quand on le sort de la terre avec la racine, c'est plus crédible. Ultime escroquerie, ces statuettes auront d'autant plus de valeur si elles sont authentifiées par un certificat d'expert. Là encore, les trafiquants ont tout prévu. Si vous payez, on peut vous faire un certificat d'authenticité. Mais c'est cher, au moins 60 €. À Canton, tout est possible. Trafic de statuettes et trafic de faux certificats enrichissent les marchands de la ville. Même les boutiques les plus chics sont dans la combine. Ici, est-ce que vous avez de vraies antiquités? Tout est faux, partout dans le marché. Il dit que dans tout le marché, il n'y a rien. Il n'y a pas une pièce qui est ancienne. Si les pièces étaient vraies, elles coûteraient trop cher. C'est-à-dire que si c'était une vraie antiquité, ça serait vendu 3 millions de renminbi. Ça fait combien, ça? Ça fait 300 000 €. 300 000 €. Ouais. Donc ça quand même, ça fait une belle somme. Et il le vend combien? Voilà. C'est combien? 500 €. Il vend 500 € la pièce. Ouais. Ouais. Ce qui est déjà hyper cher, quoi,
Est-ce qu'il peut faire des certificats d'authenticité? On peut faire le certificat avec la photo et le sceau. Ça, on peut le faire pour environ 200 yuan, donc 20 €. Enfin, pour tromper les douaniers, les magasins délivrent de faux documents autorisant l'exportation de statuettes sacrées. On peut faire les papiers, le transport, le douane, tout. Pas de problème, on s'occupe de tout. On transporte la marchandise clandestinement d'ici à Hong Kong, puis vers l'Europe. Si vous êtes là pour faire du business et que vous travaillez avec moi, vous allez faire fortune. Les faux certificats sont tellement passés dans les mœurs que les faussaires sont prêts à corrompre même les experts les plus renommés, comme Patrick Lecoq. On m'a déjà offert de l'argent pour faire des faux certificats. Ah oui? Oui, oui. Même des experts reconnus sur la place m'ont offert des sommes d'argent, même un voyage en Thaïlande un jour, moyennant un faux certificat. Notre enquête en Chine semblait bouclée. Mais à la tombée de la nuit, d'autres trafiquants se manifestent. Notre présence à Canton a été remarquée. Un petit groupe nous aborde dans la rue et nous propose des pièces d'exception, en toute illégalité. Alors nous décidons de les suivre dans les bas-fonds de la ville. C'est sous ce bâtiment, là, un peu plus loin. C'est encore loin? Non, non, c'est juste là. Bon, il a pas mal de choses intéressantes, apparemment, à nous montrer. Il a dit que ça venait de tombes, donc c'était des objets authentiques. Voilà. Il nous emmène chez lui, un lieu insalubre, un véritable taudis. Asseyez-vous, la pièce est toute petite, mais asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Les trafiquants déballent alors la marchandise. La plus jolie pièce du lot intrigue notre spécialiste. C'est pas un ancien? Non, non. Mais par contre, ça peut passer pour un ancien aussi. C'est pas mal. Oui, c'est joli comme qualité. D'où ça vient? De chez moi, je l'ai creusé, je l'ai trouvé sous la terre. Ça vient de Jingdezhen? Non, non, de chez moi, je ne sais même pas où c'est, Jingdezhen. Vous le vendez combien? 6 000 €. 6 000 €. Ouais, non, mais c'est trop cher. Je les ai trouvés moi-même en creusant la terre des tombes. Toute ma famille est restée à la maison pour piller les tombes. Un discours qui ne trompe pas notre spécialiste. Tout ça, ça sonne la mauvaise truc, mal réparé, etc. Enfin bon, c'est... On va vous rappeler. Merci, au revoir. Au revoir. Des faux vases à prix fort, une belle arnaque et bien mise en scène. On a vu des gens vraiment très pauvres. Ils racontent un peu n'importe quoi. Les prix, c'est n'importe quoi. Bon, voilà, c'est... À votre avis, c'est pas des pierres de tombes? Bah non, je pense pas. Intrigués par cette découverte, nous décidons de poursuivre l'enquête sur les profanateurs. Dès le lendemain, nous partons à leur recherche. Direction la ville de Danjiangkou, à 1500 km au nord de Canton. Notre chauffeur de taxi parle le dialecte de la province. Nous lui demandons de nous aider à retrouver les pilleurs de tombes. On m'a dit qu'il y avait un site de tombes creusé pas loin. Oui, ils sortent des vases de terre. Je vous emmène si vous voulez, ce n'est pas loin. Le paysan nous guide à une 50aine de kilomètres de là. Et au milieu de nulle part, il nous présente des travailleurs. C'est lui qui creuse tous les jours. Il n'ose pas vendre. Il n'ose pas vous vendre. Il ne sait pas si vous faites confiance ou pas. Il a dit que c'est illégal. C'est l'État qui nous emploie. Il paie les paysans du coin. 1000 yuan par mois pour creuser les tombes. Ça fait 100 €. C'est de cette manière que l'État chinois récupère les trésors pour les exposer dans ses musées nationaux. La découverte de ce site est très récente. La nouvelle s'est répandue dans toute la province. Alors tous les prédateurs sont sur le coup.
Des trous béants remplis d'eau croupie, voilà à quoi ressemblent les tombes une fois pillées. Comment vous faites pour piller les tombes sans être repéré? On repère la tombe de jour, puis on revient creuser la nuit. Mais comment vous retrouvez l'endroit? On laisse une marque pour la retrouver. On prend les objets et on s'en va. Et quel genre d'objet? Il peut nous dire un peu? Des bronzes, des tissus anciens, du jade. Il n'y a pas de terre cuite? Des terres cuites? Oui, énormément. On en trouve une dizaine par jour. Mais pour vendre ces statuettes aux étrangers, ils doivent déjouer la surveillance de la police. Depuis la découverte de ces merveilles, la province compte près d'1 policier pour 4 habitants. Prudents, les pilleurs de tombes cachent leur butin à 50 km du site. Nous nous y rendons. Quel risque courez-vous? Dès qu'ils m'attrapent, je risque soit la prison, soit la peine de mort. Ça dépend de la catégorie de marchandises qu'ils trouvent sur moi. Dès que il me voit, en fait, dès qu'il m'attrape, c'est la peine de mort. Ah oui. Et je vais être... voilà, tout de suite. Les pilleurs de tombes vont chercher leurs receleurs. Ils nous demandent de les attendre dans une chambre d'hôtel. Les heures passent et toujours personne. Ils profitent de la nuit tombée pour revenir discrètement avec leur butin. Les hommes déballent alors les antiquités. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est du vrai, ça? C'est quel sceau, ça? C'est la dynastie Qing. Ce vase serait donc très ancien. L'époque des Qing remonte à 200 ans avant Jésus-Christ et le prix s'en ressent. Il coûte combien ce vase? 160 000 yuan. 160 000 yuan, donc c'est 16 000 euros. 16 000 euros. C'est trop cher pour nous. Et ça coûte combien? 5 000 yuan. 5 000 yuan, 500 euros, c'est négociable, je pense. Celui-là, c'est le moins cher. Après, ça doit être pris parce que pour avoir le dragon sur des objets, il faut absolument que ça soit impérial. Donc c'est tout hors de prix. Les tarifs sont exorbitants, d'autant plus que nous n'avons aucune preuve de leur authenticité. Et comment ils peuvent nous garantir l'authenticité de ces pièces-là? C'est mon métier. Je suis expert archéologue. Je fais des certificats d'authenticité tous les jours. Donc je peux garantir que c'est du vrai. Ces pièces semblent authentiques. Mais si elles le sont, il est interdit de les faire sortir de Chine. Tout objet de plus d'1 siècle est classé trésor national. C'est risqué pour vous de vendre ça? Oui. Il ne faut surtout pas en parler, à personne. Il a dit il ne faut pas rester trop longtemps, on s'en va. Il est minuit. Nous quittons l'hôtel, les mains vides. Retour à Paris. Toutes les antiquités chinoises, heureusement, ne sont pas fausses. Alors à quoi ressemblent les véritables objets d'art expertisés et authentifiés sans aucun doute possible? Vous allez enfin pouvoir en admirer, et ils sont magnifiques. Antoine Barrère a réuni une collection exceptionnelle. La pièce la plus importante qu'on ait en ce moment, c'est ce vase qui est de forme Méping. C'est une des formes les plus appréciées en Chine. Il date du règne de l'empereur Qianlong, qui a été le Louis XIV chinois, qui a régné pendant 60 ans. Et ce type de porcelaine était fait pour décorer les palais impériaux, soit la cité interdite, soit le palais d'été. Et ça vous coûte combien un vase comme ça? Ce vase Méping vaut 400 000 euros. Ça fait partie des objets qui sont le plus recherchés en art chinois, notamment par les collectionneurs de Chine populaire, parce qu'ils ont touché à l'entourage impérial. 400 000 euros, garantis sur facture. Car toutes ces pièces bénéficient de certificats d'authenticité, et cette fois-ci, des vrais. On va s'appuyer donc
Premièrement sur l'iconographie et sa cohérence avec l'époque, sur une étude de la patine. Éventuellement, on peut faire divers types d'analyses scientifiques pour vérifier l'usure, que ce n'a pas été fait avec de l'acide ou que ça n'a pas été fait de manière artificielle. Et le dernier point, c'est une étude de l'histoire de l'objet. On sait par exemple que dans les années 30, il n'y avait pas de faux de cette qualité. Donc ça, c'est la facture de 1925 qui a été établie par un monsieur Vaniek, qui était un des grands marchands d'art asiatique à Paris. Et c'est une pièce qui a été payée 18 700 francs en 1925. C'était encore des francs or, donc c'était déjà beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, elle coûte un prix astronomique, 1,5 million d'euros. À ce tarif-là, l'expertise se doit d'être complète. Ça, il s'agit de l'expertise que nous, on établit, qui nous engage pour 30 ans. Ce qui est important sur le rapport d'expertise, c'est essentiellement le sujet et surtout l'époque. C'est très important d'avoir la photo de l'objet qui permet de vérifier que le certificat a bien été fait pour cet objet. Et on fait en sorte de tamponner la photo sur un angle pour qu'on ne puisse pas modifier. Des preuves d'autant plus importantes que les objets sont garantis longtemps. Donc si dans les 30 prochaines années, il s'avérait qu'on s'était trompé, eh ben, il faut qu'on reprenne l'objet et qu'on rembourse le client. Donc ce n'est pas des choses qu'on aime faire. C'est très mauvais pour notre réputation. On travaille en amont pour éviter que ce genre de choses se produisent. La Chine demeure l'une des plaques tournantes du trafic d'objets d'art. On y trouve aussi bien de vrais trésors pillés revendus sous le manteau que de fausses antiquités bien vieillies. En France, la mode de l'art chinois est telle que les faussaires ont un bel avenir devant eux.